Bon, l'objectif de ce soir, ce jour de journée de la femme, est bien évidemment de parler de l'égalité homme-femme, ou femme-homme, hein. Est aussi de regarder les choses concrètement. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de parler de l'égalité femme-homme sous l'angle du patriarcat, qui reste un concept vague, mais sous l'angle concret des égalités hommes-femmes dans l'entreprise. C'est pour ça que j'ai invité Gilles Savray, qui est syndicaliste et administrateur salarié à la RATP, pour nous parler de la situation d'une grande entreprise publique et des méthodes et des moyens qui permettent concrètement d'avoir une égalité salariale homme-femme, d'avoir un déroulement de carrière femme-homme équivalent, bref, à compétences égales, salaire égal et déroulement de carrière égal. Ensuite, effectivement, la question de l'égalité homme-femme est bien plus vaste que ça. C'est pour ça que j'ai invité Ambre, qui devrait arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc je l'ai oui, ce soir, normalement. Donc, effectivement, je n'ai fait aucune analogie. Hein, donc, voilà. Son retard n'a rien à voir avec son genre. Donc, bon, elle nous parlera de l'égalité homme-femme et sous l'angle du patriarcat. Si vous voulez avoir quelques renseignements quand même de ce point de vue-là, vous avez une littérature qui existe, qui peut être très intéressante. C'est le bouquin d'Engels là, sur l'origine de la propriété, de la famille et de l'État, qui est la première analyse marxiste de la soumission de la femme à l'homme sous l'angle des conséquences économiques du capitalisme. Donc vous avez une très bonne analyse là-dedans. Je vous la recommande. C'est super intéressant. Il parle de la prostitution, de la famille bourgeoise, de ce genre de choses. Donc je vous invite à le bouquiner. Bien évidemment, je pourrais vous faire des pages si ça vous intéresse, hein, puisque je vais être dans ma période mise en place des PDF demain. Hein, donc j'ai une tonne de PDF à faire pour tout le monde à la suite de nos réunions, donc je vais les faire. Et il y a un deuxième bouquin qui est un peu plus connu, hein, qui est beaucoup plus récent, c'est La domination masculine de Pierre Bourdieu. Hein. Donc, bon, ou au travers d'une famille en Kabylie, il met en place la chosification de la femme, hein, mais cette chosification, elle est déjà là-dedans. Hein. Donc, oui, la chosification aussi. Oui, réification et chosification aussi. La femme est un objet, ça s'appelle une faux. Bon, vous avez compris. Bon, donc voilà un petit peu les références sur lesquelles vous pouvez voir dans le cadre d'un débat plus théorique. Bon, bah maintenant j'ai suffisamment parlé. Je vais laisser la parole à Gilles, qui va se présenter et puis nous présenter un petit peu l'égalité homme-femme. Voilà. Ça marche, oui. Bah, je suis un peu contrarié de commencer à être le premier intervenant sur la journée du droit et des luttes des droits des femmes, parce que j'aurais préféré que l'intervenante intervienne avant moi quand même, c'est la moindre des choses. Ouais, alors je me présente, je m'appelle Gilles Savray, je suis agent RATP, je suis rentré en 91 dans cette belle entreprise publique nationale. Et donc je suis aussi syndicaliste. Et je l'étais aussi avant de rentrer à la RATP parce que c'était pas ma seule entreprise. J'ai bourlingué un petit peu ailleurs. Et ce que je vais vous raconter finalement malheureusement est assez banal, puisque la RATP ne vit pas en dehors du monde, et ceux qui la composent encore moins. Et donc finalement tout ce vous pouvez constaté dans la société civile, on le retrouve aussi dans l'entreprise et la RATP, bien entendu. Donc l'égalité homme-femme, c'est malheureusement, si je suis là ce soir pour en parler, c'est que c'est encore un vrai sujet. Donc ça, c'est déjà une anomalie. Et puis à la RATP, pour vous dire un petit peu la sociologie, la composition entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a 42 000 salariés à peu près. Il y a 20% de femmes et 80% d'hommes. Donc c'est quand même un monde d'hommes quand même. Et puis différemment répartis suivant les secteurs d'activité dans l'entreprise. Ce qu'on appelle nous des départements, donc des secteurs d'activité.
Donc des fois, par exemple, le département juridique est beaucoup plus représenté en termes de proportionnellement en termes de femmes. Et puis, dans les secteurs de la maintenance, à l'exploitation, donc par exemple à bus et au métro, il y a encore un nombre de femmes assez limité. C'est culturellement, bon, ça n'attire pas forcément les femmes. Et peut-être qu'il y a du chemin encore à faire sur ces questions-là, mais la société patriarcale dans laquelle on est fait que pour l'instant, le constat, c'est celui-là. Bon, il y a la volonté de vouloir le faire, en tout cas, c'est présenté comme tel dans l'entreprise. Et puis ensuite, pour les différentes répartitions entre les ouvriers et les agents de maîtrise et les cadres, en fait, la proportion, c'est 75% d'ouvriers, ce qu'on appelle des opérateurs. Mais voilà, on va resituer un petit peu les choses. Les ouvriers et les cadres, et 25% de cadres. Et à l'intérieur de ces différentes catégories, la proportionnalité est un petit peu différente. Chez les ouvriers, c'est 18% de femmes et 82% d'hommes. Et dans ce qui est les maîtrises et les techniciens supérieurs, hein, qui est une catégorie parmi l'encadrement, il y a plus de 23% de femmes et pratiquement 77% d'hommes. Et au niveau des cadres, donc là on grimpe encore un stade supérieur, on est toujours dominé par les hommes, puisqu'il y a encore 66% d'hommes et pratiquement 34% de femmes. Donc la réalité, voilà, elle est celle-là. C'est un monde d'hommes avec une répartition un petit peu différente. Et si je reprends un petit peu, l'historique, il y a quand même un dialogue social qui est quand même très fort, avec des organisations syndicales quand même assez bien représentées, ce qui crée quand même un rapport de force quand même non négligeable dans l'entreprise, encore aujourd'hui. On espère que ça durera, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, bien entendu, la CGT est la première organisation syndicale encore aujourd'hui, la plus représentative. Ensuite, vous avez l'UNSA, vous avez Sud, et la CFE-CGC représentatif de l'encadrement dans une proportion plus faible. Bon, la CGT avec quand même plus de 30% des suffrages, hein, quand même. Hein. Voilà, encore aujourd'hui. On verra à la fin de l'année, puisqu'il y a des élections professionnelles, quel sera le rapport de force. Donc vous avez donc un dialogue social très fort, et bien sûr les revendications concernant l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, elle est portée depuis très longtemps par les syndicalistes de la CGT et par les femmes dans la CGT. Et même des fois, il faut que les femmes dans la CGT fassent aussi leur place. Faut quand même aussi le dire. La culture, elle s'incruste quand même partout. Donc il y a des commissions, et il y a une commission égalité femmes-hommes, bien entendu, dans l'entreprise, donc au niveau central, et puis au niveau des différents secteurs où il y a encore aujourd'hui des institutions représentatives du personnel, ce qui sera une situation complètement différente demain avec la loi Macron, version numéro 2 après la loi El Khomri, qui était déjà quand même son pendant... Voilà, qui était déjà la loi Macron, mais le El Khomri a servi de paravent à faire le sale boulot. Voilà. Donc, on en est aujourd'hui au quatrième accord sur l'égalité femmes-hommes. Alors, il y a des choses qui ont été quand même... on a essayé d'améliorer, mais... parce que ça faisait un petit bout de temps que je ne m'étais pas plongé sur le sujet, et je me suis dit, tiens, que s'est-il passé depuis que j'ai un petit peu arrêté de traiter ces questions-là dans l'entreprise. Bon, si je reprends un petit peu les 4 engagements majeurs que l'entreprise s'est engagée à mettre en œuvre, c'est faire progresser le taux de féminisation dans l'entreprise. Bon, on ne peut pas dire que là...
il y a encore beaucoup de chemin à faire en la matière. Un engagement en faveur de la rémunération des salariés ayant pris un congé maternité, des femmes et des hommes ayant bénéficié d'un congé de paternité ou d'adoption. Donc ça, c'est une nouvelle disposition où maintenant les hommes peuvent prendre aussi des congés après une naissance au sein de la cellule familiale, que tout le monde ne prend pas forcément d'ailleurs, il faut quand même le dire, mais notamment à l'encadrement, qui est soumis bien sûr à des contraintes très fortes de productivité, d'horaire au forfait, etc., donc qui pèsent bien sûr sur les objectifs qu'on leur assigne de manière importante. Un engagement en faveur de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, alors ça c'est grâce à des horaires, on va dire, qui normalement doivent respecter la vie familiale. Donc des fois je le rappelle en disant, mais dites-moi, il n'y a pas une disposition qui dit que les réunions ne doivent pas se terminer plus tard que 18h. Ah oui, c'est vrai, vous avez peut-être bien raison. Ouais. Bon, enfin bon, en général, quand vous avez une réunion qui commence à 15h30, 18h, ça paraît un petit peu éloigné comme réussite de l'objectif pour mener la réunion à son terme. Donc bon, voilà, il y a des volontés. Et puis, il y a un engagement en faveur de la féminisation des comités de direction pour être au plus près des taux de féminisation dans l'entreprise. Il y a encore du chemin à faire. Alors, aujourd'hui, en termes de vitrine, on a une PDG. Donc forcément, ça donne le sentiment qu'à la RATP, il y a des choses qui se passent et que c'est formidable. Bon, souvent, quand on arrive à ce niveau-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mimétisme de ce que font les hommes des femmes qui sont en responsabilité. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on leur demande, c'est absolument pas ça. C'est parce que ce sont des femmes qui sont en responsabilité qu'elles agissent différemment que des hommes, qui apportent une autre logique. Et ça, pour l'instant, on n'a pas vu la différence entre la défense du modèle libéral par un homme ou par une femme dans l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le dis, comme je le constate. Donc là, ce que je vous dis, c'est les dernières choses qui ont été mises en œuvre au niveau de la RATP. Ce que les différents documents ne parlent pas, ou en tout cas de manière très succincte et surtout pas dans le détail, c'est la différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Et ça, quand on regarde le bilan social, j'ai regardé le bilan social le dernier de l'entreprise, quelle que soit la façon dont on regarde le calcul de la rémunération moyenne, les indicateurs légaux des bilans sociaux, etc., il y a une différence flagrante entre les hommes et les femmes. À temps équivalent travaillé dans l'entreprise, il y a une différence. Donc, elles ne s'amenuisent pas. Elles restent constantes. Oui, à compétences égales et à temps de travail égal, il y a une différence. Il y a une différence, voilà, avec les. Alors nous, on n'est pas d'accord avec la manière dont est calculée la différence de salaire dans le bilan social. Hein. Nous, on a un autre mode de calcul qui nous fait dire que l'écart il est plus important en fait. Ouais. Non, là je parle au niveau de la RATP. Le constat dans le bilan social, c'est qu'il y a une différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans une entreprise publique. Dans une entreprise publique. Où il y a des grilles de salaire. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Et des indices. Ah mais bien sûr. Bien sûr, il y a toute une grille salariale avec les différentes catégories du personnel, etc., etc. Différentes catégories de métiers, enfin... Et il y a toujours une différence. Donc voilà. Et ensuite, pour vous dire un petit peu comment se vit aussi la différence, la réduction de l'égalité femmes-hommes, si je prends le dernier sujet qui était celui des congés lorsqu'un enfant est malade, donc ce qu'on appelle nous chez nous les soins enfants, c'est que
sous prétexte de mettre tout le monde à égalité, c'est que la dimension économique a pris le pas sur ce calcul-là, et les femmes qui avaient alors c'était un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les femmes qui travaillaient à la RATP, mais qui n'avaient et si vous étiez donc avaient droit à 6 jours avec toute une échelle de journées qu'on pouvait prendre en avance, etc., suivant l'âge de l'enfant, etc., a été remis en cause, puisque le pot commun a été redistribué à enveloppe constante, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une distribution pour l'ensemble des hommes et des femmes, mais de 2 jours. Vous voyez ? Et ça, c'est le traitement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour préciser, en fait, les femmes à la RATP avaient ce qu'on appelle des soins enfants à l'époque. Donc en fait, c'était des jours de congé qui permettaient, tout comme chez les cheminots, qui permettaient à la femme de s'occuper de son enfant, et chez les fonctionnaires en règle générale. Bon. En plus, effectivement, ces soins enfants permettaient, en particulier pour les familles monoparentales, parce que vous avez aussi des femmes qui sont seules avec leurs enfants, lorsque leur enfant est malade, ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur mari, puisque c'est monoparental. Donc, avec la loi Macron, on a réduit drastiquement ce nombre de jours, puisqu'en fait, de mémoire, je suis pas sûr, c'est passé à 2 jours ou 4 jours. C'est 2 ou 4. Alors, c'est 2 jours, et c'était. Alors, ça a tellement été un sujet quand même assez douloureux pour les femmes, parce que les hommes, finalement, eux, ils ont gagné 2 jours, donc tout bénef. Mais lorsqu'on a négocié, il y a eu les négociations salariales, il y a eu des propositions de mesures sociales de rajouter 2 jours pour les familles monoparentales, donc pour les hommes, pour les femmes, donc du coup on est passé à 4 jours. C'est quand même pour vous dire quand même que c'est un sujet quand même assez douloureux et sensible, parce que parce qu'il faut quand même savoir qu'à la RATP, il y a quand même une grosse partie des salariés qui travaillent en horaire décalé, qui travaillent en repos décalé, avec des alternances jour-nuit. Alors aujourd'hui, il y en a moins, on est plus en roulement à plat, mais il y en a encore, et donc forcément, ça pose des problématiques de garde d'enfants, etc. Bon, ceci dit, à la RATP, il y a quand même ce qu'on appelle l'espace Pimprenel, qui essaye de solutionner et d'apporter un soutien financier, mais aussi de trouver des nounous ou des lieux d'accueil pour les enfants des agents qui travaillent justement dans ces conditions-là, parce que c'est pas toujours facile, parce que donner son enfant à garder un dimanche, quand on travaille, quand on est en famille monoparentale, d'abord ça coûte, et ensuite il faut la trouver, parce que ça c'est quand même pas évident. Donc il y a quand même des choses qui existent. Tout n'est pas négatif en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est que la RATP, elle est un peu une entreprise comme une autre, finalement. Elle vit aussi avec les difficultés de la société en la matière, en tout cas de ce qu'on peut percevoir pour les femmes en tant que telles. Et puis il y a aussi alors l'autre aspect qui est assez, pour vous dire un petit peu que culturellement il y a quand même des choses à vraiment travailler, et où finalement le corps social de la RATP est traversé par la société, c'est que culturellement, ceux qui prennent les congés parentaux d'éducation à la RATP, majoritairement ce sont des femmes. Alors que normalement c'est ouvert aux hommes. Mais si on revient sur la notion de différence de salaire, ça peut aussi se comprendre finalement. En plus de l'aspect culturel où c'est d'abord les femmes qui s'arrêtent pour élever les enfants. Ce qu'on peut imaginer dans l'inconscient collectif qui traverse notre société, et donc qui traverse finalement la RATP. Voilà un petit peu le brossage un petit peu de la situation à la RATP. Donc voilà, il y a des marges de progrès à faire, il y a des choses qui ont été faites, il y en a encore, et finalement, il y a encore à travailler à l'extérieur de la société pour que finalement les choses infusent dans les entreprises. C'est un peu ça le constat. Et
Et finalement, en fait, c'est là que Ambre devait intervenir. Donc, non, 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 elle va arriver. L'idée était bien évidemment de comprendre ce que vient de vous exposer Gilles, c'est que les règles d'entreprise sont les règles d'entreprise. Mais comme il l'a répété 3-4 fois, l'entreprise est d'abord traversée par un corps culturel et social. Et les règles de l'entreprise ne suffisent pas forcément à permettre le changement dans les cultures. Tu as une question Est-ce que, là, vous avez abordé sur la RATP, est-ce que pour la SNCF, est-ce que pour les autres entreprises publiques, vous avez fait des comparaisons? Alors, je vais reprendre ma casquette d'ancien président d'une structure qui gérait le congé individuel de formation, qui regroupait les industries électriques et gazières, la SNCF, la RATP et la Banque de France. Et le constat que je faisais, c'est que par rapport à la proportionnalité de la représentation des femmes dans l'ensemble de ces entreprises, c'est qu'elles étaient beaucoup plus inscrites dans une démarche d'utilisation du congé individuel de formation au sein de ces différentes entreprises. Donc je posais la question, parce qu'autour de la table, j'avais les employeurs, puisque c'était un organisme paritaire, il y avait les employeurs et les représentants syndicaux des différentes formations. Oui. C'est pas les employeurs au sens MEDEF. Non, mais ils peuvent avoir la même logique, hein, quand même. Bon, ça dépend des personnes. Et donc, je leur disais, là, il y a un vrai sujet de RH à traiter. Ça veut dire que, globalement, dans ces entreprises, si les femmes sont plus demandeuses de faire des formations de conversion, etc., ou de valorisation de leurs compétences à travers l'utilisation du congé individuel de formation, c'est que, sans doute, en termes de promotion interne, il y a sans doute une carence de quelque chose où elles ne se sentaient pas reconnues. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pouvais le percevoir. Et quand je posais cette question-là, parce qu'autour de la table, il y avait quand même pas mal de RH, avec quand même un petit silence un petit peu significatif, je trouve. Voilà. Donc, ces problématiques-là, je pense qu'elles existent aussi dans ces entreprises, à travers le prisme que j'ai pu voir, en tout cas par un volet, celui de la formation professionnelle, du congé individuel de formation. Il suffit simplement de regarder les bilans sociaux. Hein. Oui. En règle générale, les bilans sociaux sont quand même assez parlants. Ensuite, il ne faut pas oublier le cadre. On est quand même dans les entreprises publiques. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que... bon, on va travailler un peu le débat avant qu'Ambre arrive. Hein, c'est que dans ces entreprises publiques, vous avez encore des grilles de salaire. Ça, c'est un moyen concret d'éviter la différenciation entre les hommes et les femmes à un niveau de compétence acquis. Et ça, les salariés femmes ne comprennent pas. Enfin, moi, je suis dans la partie la plus féminisée du salariat, donc chez les cadres. C'est là qu'il y a le plus de femmes, en règle générale. Et ce qui se passe, c'est quand je lui dis, mais les grilles de salaire, c'est un des moyens que peut avoir une revendication afin d'éviter une différenciation de salaire, eh bien, elle me regarde avec des yeux un peu étonnés, en règle générale, parce que c'est des jeunes ingénieurs qui arrivent, sortent, et manifestement, elles ne comprennent pas. Parce que, clairement, pour elles, en fait, il est tellement naturel qu'elles soient égales, qu'en fait, elles se disent, bah oui, mais les grilles de salaire, moi, j'en ai pas besoin. Sauf qu'elles n'ont pas encore compris qu'il y a un facteur culturel qui va se jouer de toute façon. Alors peut-être qu'il va changer au cours de leur carrière, c'est possible, c'est même souhaitable, c'est même vraiment très souhaitable. Mais l'individualisme peut aussi s'exercer dans le sens où
eh bien, des grilles de salaire qui permettent une égalité homme-femme peuvent être remises en cause par les femmes elles-mêmes, parce que pour elles, en fait, le monde est tel que, bah oui, moi j'ai des compétences, l'individualisme me forme à dire que, grosso modo, si j'ai ces compétences, je vais être reconnu, mais sauf que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur culturel, tout simplement. Ensuite, effectivement, un deuxième facteur très important, c'est qu'effectivement, autant dans les entreprises où il y a encore des règles, ça pose problème, mais ça en pose moins que là où les entreprises où il n'y a pas de règles. Mais il y a aussi un deuxième facteur culturel, et en particulier dans le syndicalisme. Gilles a évoqué la question de la CGT, mais on va en parler tranquillement. Il est vrai que du point de vue syndical, nous avons une majorité d'hommes. Et le vrai problème, par exemple chez nous, chez les ouvriers, après, ça ne se pose pas, la question ne se pose pas dans les hôpitaux, par exemple, où clairement la quantité de femmes dans les hôpitaux est telle que syndicalement, la population est plus importante du point de vue des représentations syndicales. La question de la parité, à la suite des lois Macron, va nous poser un véritable problème du point de vue de la représentation syndicale. Ça, c'est un des obstacles donnés par la loi Macron. C'est qu'effectivement, la proportionnalité et la règle en clair des quotas fait que si jamais les organisations syndicales ne présentent pas des listes avec un certain nombre de femmes, eh bien, elles ont quelques amendes, je crois, non ? Alors par contre, s'il y a une chose qui fonctionne à la RATP, c'est en termes d'accès à la formation. Là, il y a une égalité d'accès entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de problématique en la matière. Voilà. Il y a autant d'hommes que de femmes qui accèdent à la formation. Ouais, ça, c'est un point positif qui, à mon avis, n'existe pas dans toutes les entreprises. Oui. Pour répondre à Philippe là, sur la SNCF, moi je suis cheminot. Comme dans la plupart des entreprises publiques, il n'y a pas de grille différenciée. La grille salariale est unique. Il n'y a pas une grille pour les hommes, une grille pour les femmes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder le bilan social annuel. Moi j'étais au CCE de la SNCF, donc tous les ans, quand dans le rapport égalité homme-femme, on a à partir du bilan social, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent tout. Hommes, femmes, cadres, ouvriers, etc. Ils mettent tout ça. Bon voilà, tout le monde gagne tant, et ils font des moyennes, etc. Et forcément, un guichetier de la SNCF ou une guichetière de la SNCF, leur base de salaire est la même. La question, c'est le temps partiel, c'est tous les congés que prennent les femmes pour des tas de raisons, qui font que sur l'année, évidemment, le revenu salarial n'est pas le même, puisqu'on ne travaille pas le même nombre d'heures. Donc c'est bon, il y a un vrai sujet sur cette question-là, bon, sur la formation, etc. Et bon, à la SNCF, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était très masculin. Moi, quand je suis rentré à la SNCF, le pourcentage de femmes, c'était 10-12%. On est arrivé à peu près à 20%, avec y compris des métiers comme les conducteurs de train. La première conductrice de train, c'est dans les années 1980. Hein. Bon, maintenant, il y a des femmes qui conduisent des trains, il y a des femmes qui... Chez les contrôleurs, il y a beaucoup de femmes maintenant dans ce secteur-là. Il y a toute une série de secteurs qui ont été féminisés. Alors, est-ce que c'est une volonté de l'entreprise ou c'est des choix ? Parce qu'il y a des besoins, à un moment donné, il y a des besoins d'embauche, il y a des demandes d'embauche. Est-ce que ça a été des choix ou pas ? Ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça, c'est un constat. Après, il y a tous les problèmes liés au fait que dans les services, le fait qu'il y ait des femmes, il fallait organiser les conditions de travail aussi pour les femmes. Il faut qu'il y ait des toilettes pour les femmes. Il faut qu'il y ait des vestiaires séparés pour les femmes chez les contrôleurs, etc. Donc là, c'est aussi une bataille des syndicats, des CHSCT, etc., pour que les conditions de travail soient correctes quand on a des collègues femmes. Après, ce qui se passe dans les syndicats, dans toutes les organisations ou toute association, bon, ça c'est le reflet aussi de la société, hein, d'une certaine manière, et puis du passif. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de grille salariale différenciée. La seule grille salariale qui était différenciée, c'était les conducteurs de train. Parce que chez nous, il y avait une particularité particulière. Quand je dis conducteur, aussi les conductrices. Mais la grille salariale est unique pour l'ensemble des cheminots.
Donc il n'y a pas une grille salariale différenciée homme-femme. Je pense que dans toutes les entreprises publiques, c'est la même chose. Alors c'est vrai que dans le privé, c'est différent. Dans le privé, on est dans les conventions collectives. À partir de là, dans une boîte, une entreprise, le patron, il fait ce qu'il veut. Il peut payer plus un homme qu'une femme ou l'inverse. Mais là, c'est le privé, c'est autre chose. C'est pas le même statut, c'est pas les mêmes conventions. Oui, on est à la RATP, effectivement, on est dans la même configuration. Il n'y a pas de différence. La grille salariale, elle n'est pas estampillée femme-homme. La grille salariale, elle est unique. Mais après, le fait des arrêts pour élever les enfants, etc., les temps partiels, voilà, mais on le voit bien dans les bilans. Hein. Vous allez chercher les bilans sociaux de vos entreprises. Hein. Normalement, c'est accessible. Hein. Vous allez voir, vous allez être soit agréablement surpris, soit, soit terriblement déçu, ou alors vous allez faire des constats comme quoi il n'y a rien qui a bougé depuis un certain nombre de temps et qu'il y a des choses à faire. Et ça pourra peut-être vous donner des axes revendicatifs à travailler, à pousser dans vos entreprises. Donc oui, à la RATP, voilà, on est aussi soumis à la culture de la société dans laquelle on est, et qui est quand même une société qui est dominée par les hommes. Donc forcément, il y a tout un ensemble de choses qui en découlent. L'autre fois, je regardais une petite émission là sur Arte le matin, Junior, là, l'égalité femmes-hommes à travers les siècles. Et on a changé, forcément, suivant les pays, suivant les cultures, etc. Les choses sont quand même différentes. Voilà, sont quand même différentes. Mais depuis la nuit des temps, les hommes ont dominé les femmes, quoi. Ils dominent encore les femmes. Et elles étaient rangées. Elles étaient rangées dans le cercle privé, et les hommes étaient à l'extérieur et ramenaient la bouffe, quoi, hein, grosso modo, hein, pour caricaturer. Hein. Donc voilà, et des fois dans les discours qu'on peut entendre et voire des fois dans les actes de certains, peut-être dans son entourage, ça peut y ressembler quelque part. Donc voilà, donc il y a des choses à travailler dans la continuité, dans la durée, pour avoir un équilibre entre les femmes et les hommes dans nos sociétés. Et c'est un travail au long cours. Alors il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses enfin qui sortent un peu du boisseau, mais la bataille est encore longue. Hein. Il y a encore du boulot. On n'a pas fini. Voilà. Une question. Pardon. Juste en fait, par rapport à la grille salariale dans le domaine public, elle a aussi ses limites parce que du fait qu'on puisse négocier les primes, donc en fait c'est quoi? C'est juste la base de la grille salariale qui... Alors, en fait, c'est l'impact, il est beaucoup sur la prise de temps partiel, qui soit lié soit à une absence conventionnelle en dehors du congé parental d'éducation qui autorise à pouvoir s'absenter soit en totalité, soit 50%, soit 80%, etc. C'est plutôt par rapport à ça que finalement les différences de salaire elles se font, parce qu'après pour rattraper forcément le déroulement de carrière entre guillemets dans nos entreprises qui fonctionnent à la fois par ancienneté, mais maintenant beaucoup c'est à la RATP maintenant par exemple pour l'encadrement c'est extrêmement individualisé. Il y a des on n'est plus dans la logique et les mesures individuelles, enfin les mesures collectives. Si on reprend par exemple pour cette année, il n'y aura aucune évolution du point d'indice, par exemple. Voilà. Et ça sera 0. L'année dernière, on a eu 0,9% d'évolution, enfin 0,7% pardon, du point d'indice, qui était une mesure générale, mais après le restant, c'est des mesures individuelles. Et surtout pour les agents d'encadrement. Et puis après, il y a une automaticité entre les échelons d'ancienneté, ce qu'on appelle les échelons d'ancienneté tous les 2 ans, hein, comme dans la fonction publique, etc.
Mais sinon, après, c'est des mesures individuelles. Donc, soit vous êtes soit vous avez une tête et des compétences qui reviennent à votre N plus 1 et donc vous avez du déroulement, soit ça se passe pas très bien et vous allez avancer peut-être plus lentement. Et puis après, hier j'entendais un ancien DRH qui sort un bouquin pour dénoncer une pratique de notation de manière négative, même si les salariés étaient bons, même s'ils atteignaient les objectifs, pour les virer, parce qu'il fallait réduire de la masse salariale. Donc, dans le modèle libéral dans lequel on évolue, où la recherche du profit à tout prix engendre une organisation de travail, une individualisation à tout crin, entraîne des conséquences, et ceux qui sont déjà mal lotis en la matière, et donc notamment les femmes, puisqu'on voit bien qu'au niveau national, la différence de rémunération, elle est quand même largement au-dessus de 20% quand même, entre les hommes et les femmes, et tout ça se retrouve, y compris lorsque les femmes prennent leur retraite, dans un niveau de retraite extrêmement dégradé. Donc c'est un ensemble de situations avec des boulots quand même souvent le temps partiel subi, etc., etc. Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu le sujet de ce que vous pouvez voir dans votre entourage ou par des collègues ou par dans votre famille ou des amis. Tout ça se met en cascade. Donc dans la société, il y a extrêmement de choses à faire. Et c'est comme ça aussi que la différence salariale, elle s'effectue. Il y a tout un ensemble de couches qui se superposent et qui entraînent une dégradation de la rémunération au niveau des femmes. Alors moins dans nos entreprises, parce qu'il y a quand même le poids des organisations syndicales qui existe encore aujourd'hui, qui permet de maîtriser et puis de faire avancer un certain nombre de choses, mais tout n'est pas parfait. En tout cas, sur l'égalité salariale femmes-hommes, il y a encore du boulot. Il y a des choses à faire. Alors, comme quoi, la mise en place de la parité, c'est pas toujours évident. Il faut un certain temps, mais nous y arrivons. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Ambre, qui est le collectif France Insoumise féministe. Tu vas tout arranger. Donc, effectivement, là, ce qu'a montré Gilles, c'est au sein d'une entreprise les déterminants économiques de la différenciation femmes-hommes, hommes-femmes du point de vue économique. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que tu puisses un petit peu parler des déterminants culturels et plus largement du patriarcat et ce genre de choses. En 10 minutes ? Oh non, pas en 10 minutes. Les gens te poseront cette question. Brosse les grandes lignes. Et tu la laisses au coin de table. Laisse ma place, là. Ça m'évitera d'avoir des problèmes. Bonsoir, c'est bon comme ça. Moi je m'appelle Ambre. Je suis actuellement, je suis co-secrétaire du parti de gauche au niveau du 93, et ce depuis 2 longues années déjà. J'ai aussi été l'année dernière l'une des candidates pour la France Insoumise pour les législatives dans ma circonscription, donc la 10e du 93. Et à ce titre, j'étais l'une des rares femmes candidates et la seule qui avait moins de 40 ans. Donc c'était aussi particulier. Et je pense qu'on vous a déjà expliqué que la question des luttes féministes, c'était une question de lutte ouvrière, syndicaliste. Mais ces questions-là de discrimination, malheureusement, si ça pouvait se résoudre uniquement par le fait de combler l'inégalité salariale, finalement, on l'aurait déjà fini depuis longtemps, ce problème. Et c'est bien qu'il y a autre chose qui bloque. Et ces problèmes-là, c'est des problèmes aussi de représentation, de croyances sociales. Et c'est ce qui désigne en partie la notion de culture du viol, par exemple. Donc on peut avoir des représentations machistes, mais la culture du viol, c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi en France,
une femme est victime de viol ou tentative de viol toutes les 8 minutes. Je vous laisse apprécier quand même, c'est un viol ou tentative de viol toutes les 8 minutes. On n'est pas simplement dans ce qui pourrait être, entre guillemets, une simple agression. Là, on parle d'un crime qui est au-dessus de la simple agression physique. On parle vraiment de viol. Et en fait, ça peut nous sembler complètement effarant. Une femme toutes les 8 minutes, pourtant, avec l'image, la représentation qu'on a du viol en général, donc c'est-à-dire un viol qui est commis par un inconnu, dans la rue, le soir, dans un espace un peu particulier. On se dit, c'est pas possible, comment est-ce que les femmes font pour marcher dans la rue tranquillement? Mais en fait, non, c'est absolument pas ça. La plupart des femmes, lorsqu'elles se font violer, c'est par des gens qu'elles connaissent, et principalement en plus par des gens qui sont de leur famille, donc c'est souvent le mari. C'est aussi bien pour ça que en France, et à un rythme assez effrayant, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex ou de son compagnon. Et là, on est dans la fourchette la plus basse de ces chiffres. C'est-à-dire que pour que ce soit reconnu comme le meurtre d'une femme par compagnon, il faut que, en plus, cette relation-là ait été officialisée par l'institution. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu un divorce ou un mariage. On ne parle absolument pas de tous les cas où c'est, par exemple, dans un couple beaucoup plus souple ou juste un plan comme ça. Donc, la question des féminicides aussi, c'est une question politique. Arriver à faire émerger cette notion-là. L'année dernière, il y a une militante afroféministe qui a subi un lynchage sur Internet parce que elle avait, de manière assez maladroite, dit qu'elle en avait un peu marre de la surexposition constante qu'on faisait avec le terrorisme, qui en plus permettait de justifier l'installation d'un État policier. Parce qu'elle disait, oui, mais vous savez les violences faites aux femmes, le nombre de féminicides par an, c'est un Bataclan par an. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de la même manière? Un Bataclan par an, pourtant c'est parlant aujourd'hui pour nous qu'on terrorise justement avec le terrorisme. Et donc voilà, donc du coup il faut bien que on se rende compte que on peut pas avoir uniquement une bataille économique ou une bataille juste pour les droits syndicaux si on n'a pas une volonté de révolution qui aura beaucoup plus d'envergure. Et je pense qu'au sein de notre famille politique, on est celle où on peut se permettre d'avoir ces ambitions les plus grandes, quoi. Et juste pour terminer donc sur un dernier point, donc au sein du collectif des féministes insoumises, on est en train de mettre en place une cellule d'écoute. Et cette cellule d'écoute, elle sera chargée de recueillir la parole des femmes victimes, enfin des femmes et d'autres, mais des personnes qui seraient victimes de discrimination, d'abord sexistes, mais aussi homophobes, racistes, etc., au sein de notre mouvement politique. Parce que s'il y a bien un truc qu'on a... pas qu'on a appris, mais qu'on a mis au goût du jour récemment, c'est que nos organisations politiques ne sont absolument pas hermétiques à la société capitaliste, certes, mais aussi sexiste, raciste, homophobe dans laquelle on vit, et qu'il faut en finir avec cette omerta qu'il y a dans nos propres camps, parce que sinon on ne pourra pas avancer. Et donc du coup, on est en train de monter cette cellule d'écoute qui sera chargée de recueillir les propos des victimes. Donc déjà pour les valider, pour pouvoir recueillir ces propos-là, mais aussi pour pouvoir avoir des moyens d'exclure au minimum les personnes qui en seraient auteurs, pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation où un membre de la majorité se fait applaudir par l'Assemblée nationale alors qu'il est accusé de viol. Alors que je répète que normalement la lutte pour l'égalité femmes-hommes est censée être la grande cause du quinquennat. Donc voilà, on a beaucoup de travail. C'est quand même important. Ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses connaître un petit peu le mail ou l'adresse qu'on puisse diffuser de cette cellule d'écoute. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais tout à l'heure, on vous avait bien dit, c'est bien qu'on finisse là-dessus, parce que nos organisations politiques et syndicales doivent elles-mêmes
faire leur propre travail sur elles-mêmes. Parce que si nous ne faisons pas ce travail nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Des organisations de gauche ont quand même eu des problèmes avec certains éminents politiques, avec ce genre de problème de harcèlement et de harcèlement sexuel. Donc on ne va pas citer des noms, je ne tiens pas à aller dans le tribunal. Mais donc voilà, enfin, c'est quand même des réalités. Et il est quand même aussi important d'en prendre conscience. Parce que le pouvoir politique, c'est d'abord du pouvoir, et avec le pouvoir, la domination. Et la réification, ça va faire plaisir aux deux marxistes là. Donc voilà, avez-vous des questions? Trois. Ouais, on a un peu plus quand même dans la salle. Vas-y. Une autre chose, parce que ça fait partie de la même lutte pour moi. Si une femme meurt effectivement de féminicide tous les 3 jours, un homme meurt tous les 14 jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler, parce que nous sommes tous dans la même galère et il faut qu'on rame ensemble et pas les uns contre les autres. Une chose aussi qui me gêne beaucoup dans l'actualité, c'est qu'on... Alors Dieu sait que Tariq Ramadan n'a pas ma sympathie, Darmanin non plus, Nicolas Hulot non plus, parce que les écolos qui ont 7 millions de patrimoine et 8 bagnoles, bon, ça va, on a tout compris, mais la présomption d'innocence, je trouve que là, il y a une dérive au niveau de l'exposition des cas juridiques qui m'inquiète beaucoup, parce que ça devient du n'importe quoi. Enfin bon, ça, je trouve il faut être très très prudent là-dessus. Il faut revenir à une rigueur et un respect du secret de l'instruction, qui me semble essentiel. Parce qu'une fois que la rumeur est lancée, c'est foutu. Hein. La personne, même si elle était innocente, on ne saura pas si elle est... Je ne parle pas de Darmanin, là. J'ai pris les 3 cas, là, comme ça, au hasard, parce qu'on en parle, mais voilà. Mais pour d'autres personnes, ça peut être la même chose. Peut-être que Nicolas Hulot est innocent, mais on ne sait pas. Donc, voilà, je l'ai mis dans le même bain parce que ses enfants ont pleuré. Voilà. Ça n'aurait pas été rendu public, ces enfants n'auraient peut-être pas pleuré parce que d'autres gosses n'auraient pas soulevé le sujet en classe. Donc voilà, et ça c'est un combat aussi, enfin il y a plein de luttes à faire, mais il faut parallèlement, voilà. Et je suis aussi pour, il y a une chose que je voudrais dire, j'ai 67 ans, la vraie reconnaissance que j'ai eue, la vraie égalité homme-femme que j'ai ressentie, c'était dans l'engagement. J'ai mené des petits combats, j'étais secrétaire médicale dans des petits cabinets privés, donc je ne vous dis pas la galère. Même quand j'ai gagné des causes, ce n'était pas la même chose, mais dans le groupe où je me suis engagée, dans les groupes, c'est là où je me suis sentie complètement égale. Et ça, j'aimerais bien que d'une manière ou d'une autre, on le redise, parce que c'est là où c'est le plus jouissif, je trouve. Comme disait, comment il s'appelait, Dali, c'est orgasmique. Voilà. Si je peux juste répondre par rapport à plusieurs points que vous avez évoqués. La lutte, par exemple, contre les féminicides, ça veut... Après, moi, c'est une conception que j'ai du féminisme, parce que le féminisme, c'est une nébuleuse et qu'il y a diverses façons de mener ces combats, divers aussi objets de lutte, et on ne peut pas lutter pour tout le temps, partout. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler dans ce genre de situation, c'est que lutter pour faire en sorte que les violences diminuent, ça ne veut pas dire qu'on va faire en sorte de lutter uniquement pour que les femmes arrêtent de mourir des violences conjugales, et que du coup, on s'en fiche que des hommes meurent sous les coups de leur
conjoint. D'ailleurs, généralement, les femmes tuent aussi des hommes, mais très souvent, on a aussi des cas de violence conjugale au sein de couples homo, par exemple. Et donc, par exemple, lutter contre les féminicides ou les violences conjugales, c'est aussi, par exemple, protéger les enfants, parce que dans la plupart des cas de violences conjugales, les enfants sont co-victimes. Et donc, du coup, lutter pour une amélioration du sort de la femme au sein de son couple, c'est aussi un peu comme un parapluie, en fait, faire en sorte que toutes ces luttes-là avancent. Moi, je prône un féminisme qu'on dit intersectionnel, mais c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, effectivement, la plupart des femmes, les femmes, ce sont celles qui occupent le plus les temps partiels, mais il faut aussi reconnaître que la situation que moi, par exemple, en tant qu'étudiante, fille de prof, etc., je vais pas avoir les mêmes problématiques que une maman qui est issue de l'immigration et qui doit se lever tous les matins à 3 heures pour aller faire des ménages, etc. Et je pense pas qu'un féminisme bourgeois soit la solution pour tout le monde. C'est-à-dire, le féminisme bourgeois, ça va pas permettre de libérer tout le monde et du coup, ça sert à rien. Par rapport à ce que vous disiez par rapport à Tariq Ramadan, je suis absolument d'accord pour reconnaître qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui est honteux et flagrant surtout, parce que c'est normalement le nombre de violeurs qui sont condamnés est extrêmement moindre par rapport au nombre de plaintes qui sont déposées, et ce chiffre-là est lui-même très petit comparé au cas où effectivement il y a eu viol. Et là, on a un cirque médiatique où on a l'impression qu'on s'acharne contre cet homme, où on a l'impression qu'il y a des témoignages qui sortent un peu n'importe où, et où en plus, effectivement, du coup, le fait qu'il y ait un acharnement comme ça diminue un peu la parole des femmes qui se disent victimes de lui. Mais parce que tout simplement, on est dans une société où il y a des biais racistes très importants, et où ça s'est vu partout dans l'histoire. Quand c'est des hommes blancs qui violent des femmes blanches, on n'en parle pas, mais à partir du moment où on va considérer que c'est des étrangers qui violent des femmes blanches, d'un seul coup on va en faire des cas et des scandales, et on va instrumentaliser ces histoires. J'avais jamais vu Finkielkraut dire des mots de féminisme, et quand il y a eu ces histoires fausses à Cologne, d'un seul coup c'était devenu le plus grand féministe du monde. C'est quand même 1068 plaintes, 73. Non, mais je nie pas qu'il y ait pas eu des cas de violence, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui se réveillent uniquement. Ah non, je nie pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont réveillées uniquement à ce moment-là. Les féministes se sont tues pendant 1 an sur ce problème-là, parce qu'elles considéraient qu'il fallait surtout pas attaquer les migrants, et que, là je fais de l'humour triste. Apparemment, être violée par un migrant, c'est moins embêtant que d'être violée par un blanc, lambda, etc. Et la seule féministe, je ne me souviens pas de son nom en Allemagne, qui a osé briser le NERPA, parce que c'est Allemagne était Oui, trop tard. Elle est blacklistée en Allemagne. Et Badinter a essayé de dire, avec sa sagesse, son bon sens et toute son expérience du féminisme, a essayé de calmer les choses. Mais maintenant, Badinter, elle avance vraiment à petits pas, parce que attention à ce féminisme radical, essentialiste, maintenant qui commence à débarquer en France, et qui va nous nuire, en fait. Voilà, sur notre vie. Je réponds, je prends une autre question. C'est comme tu veux. Tu voulais parler. Oui. Il me semblait que le sujet de ce soir, c'était pas. Il me semblait que c'était l'égalité homme-femme dans le monde du travail. D'accord ? Femme-homme, si tu veux, homme-femme. Dans le monde du travail. Et il me semble que quand on aborde la question du viol, on est sur un autre terrain, on n'est pas sur ce terrain-là. Donc il y a des questions qui ont été abordées, des questions qui sont économiques. Par exemple, la question du temps partiel est une question centrale, puisque l'essentiel des contrats à temps partiel sont effectivement des temps partiels féminins, subis. D'accord ? On a rappelé aussi que dans des entreprises publiques, effectivement, c'était la même grille de salaire pour hommes et femmes. Et donc on a abordé vaguement, mais on n'a pas abordé complètement la question des représentations sociales, au bout du compte. Moi, je suis enseignant. Et en fait, il n'y a pas un enseignant, il y a 3 métiers d'enseignant. Vous avez les enseignants professeurs des écoles, vous avez les enseignants du lycée et du collège, vous avez les enseignants universitaires.
Qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans 90% des cas, ceux qui sont en maternelle sont des femmes. D'accord? Puis vous pouvez inverser la proportion quand vous arrivez effectivement à l'université. D'accord? Et ce choix-là, c'est des choix qui sont faits par des individus, donc ce sont des choix qui sont portés dans la tête des femmes, dans la tête des hommes et dans les familles. Et il y a même des stratégies, hein, faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, pour une famille, d'abord la plupart des enseignantes sont issues de milieux de cadres supérieurs. Ça, c'est la réalité. Donc pour une famille, si on a un garçon et qu'on est dans un cadre supérieur, c'est normal qu'il fasse une école d'ingénieur ou une école de commerce. Et pour une fille, ce sera aussi très bien qu'elle fasse effectivement une profession d'instituteur, enfin en l'occurrence professeur des écoles. Donc on n'a pas le même réflexe en tant que famille quand il s'agit d'orienter effectivement un garçon, quand il s'agit d'orienter effectivement une fille. Et après, même au niveau des femmes, c'est-à-dire que beaucoup de femmes professeurs des écoles ont des maris ingénieurs. Hein. Donc ont des maris qui sont dans la classe effectivement supérieure. Et puis il y a des vrais calculs, hein, faut pas croire. Hein. C'est-à-dire que les calculs, c'est en gros, le type il gagne beaucoup d'argent, et puis moi je dispose effectivement éventuellement de plus de temps, j'ai moins d'argent pour pouvoir élever mes enfants. Donc si ça se passe dans la tête, hein, d'accord, alors on a raison effectivement de dire que c'est pas une question simplement de lutte syndicale et puis de lutte économique. C'est une lutte dans les têtes, dans les révolutions, dans les mentalités. Et là, c'est infiniment plus compliqué que si c'était effectivement, s'agit de passer des textes de loi pour effectivement imposer une égalité dans les faits, parce que c'est une égalité aussi dans les têtes qui doit se jouer. Entièrement d'accord. Philippe qui voulait parler. Jeanne d'abord. Bon, alors Jeanne d'abord. Jeanne d'abord. Donc, je voulais surtout intervenir sur le temps partiel, parce que j'en ai un peu assez d'entendre le temps partiel, c'est pour les femmes. Les femmes, on doit le choisir aussi de faire un temps partiel pour élever leurs enfants. C'est pas une honte que d'élever ses enfants. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai élevé mon premier fils en gérant ma société et en ayant une nounou formidable, d'accord. Et mes 2 autres filles, j'ai arrêté ma carrière et je me suis occupée d'elles. Et je trouve, et je suis très très contente de ça. Et ça a permis à quelqu'un d'autre de travailler à ma place, en fait. Et après, c'est pour revenir dans le monde du travail. Eh ben, je suis revenue dans le monde du travail. Bien sûr, je me gagnais 3 000 francs par mois au départ parce que il fallait que j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et puis voilà. Donc, ça n'est pas, je veux dire, ça n'est pas. Après, je reviens sur la retraite. Alors là, c'est vrai que là, je regarde ce qui va se passer à la retraite. Bon, bah tant pis, je ferai avec. Hein. Il y a des gens. Moi, je travaille dans un ministère. On ne parle pas de souffrance. Parlons de l'inégalité, en effet, des salaires. Moi, ça me dépasse un petit peu peut-être. Mais on ne parle pas de la souffrance au travail. Et pourquoi les gens, par exemple, aujourd'hui, on a le télétravail qui sort. Moi, je vais faire du télétravail parce que je suis dans un bureau, personne ne s'occupe de moi, etc. Autant que je sois chez moi et que je fasse mon télétravail à la maison. Mais il y a des personnes qui vont faire du télétravail pour pas avoir un chef qui les humilie toute la journée. Et ça, on n'en parle pas. C'est exactement le même système que de dire vous n'aurez pas votre promotion. Je reprends l'exemple du ministère, vous parliez de la RATP, moi c'est le ministère de la Culture. Un jour, mon chef de service me dit, faites quelque chose. Il s'est rendu compte que sa secrétaire, ça faisait 27 ans qu'elle n'avait pas eu de promotion. C'était une ancienne secrétaire de ministre. Et une fois qu'elle a quitté le cabinet, elle s'est retrouvée je ne sais pas où, personne ne s'en est occupé. On a réussi, avec des copines de la CGT, je ne sais pas où, à la faire passer, lui avoir une promotion en fin de carrière. Hein, donc, moi, comme j'y connais rien, je suis contractuelle, je ne connais rien au truc de fonctionnariat, je lui ai dit, c'est génial, elle avait eu 25 euros de salaire en plus pour cette promotion. Donc, après, on nous parle des primes, les primes. Quelqu'un a soulevé le sujet tout à l'heure. Les primes, alors, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que mesdames qui sont à des postes de cadre vont donner les primes qui sont distribuées, dans le cas des contractuels, hein, qui sont distribuées aux contractuels. Il y a une grosse enveloppe pour les contractuels. Et qui prend l'enveloppe? C'est un chef de bureau contractuel, un homme. Voilà. Donc là, il y a quand même, on dit inégalité entre hommes et femmes. Moi, je veux bien, mesdames les féministes, mais excusez-moi, tous les problèmes que l'on a, ce sont avec des femmes. Moi, tous les problèmes, la mise au placard, etc., ce sont avec des femmes que je les ai. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et je les ai toujours. D'accord? Donc, il faut aussi voir ça. Moi, j'ai aucun complexe de dire, moi, je ne suis même pas l'égale de l'homme, etc. Moi, je suis moi. Et je me fais respecter.
J'ai eu du harcèlement sexuel, évidemment, il y a quelques années de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? On en était encore, je ne sais pas si ça existe, le droit de cuissage. Je ne sais pas si ça existe. Je m'occupais du personnel de 2 usines. Le mec avait un droit de cuissage sur ses femmes. Moi, j'ai été harcelée. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, prud'homme. Pour ces femmes. Pour ces femmes. Il n'y a pas eu de solidarité. Mon avocat me dit, vous n'aurez pas de témoin. Je dis, je m'en fiche, je le fais pour elle. On a gagné notre procès. Évidemment, je suis repartie ailleurs. Peut-être que j'ai de la chance aussi de retrouver un travail tout de suite. Mais il n'y a pas de solidarité. C'est ça. Vous allez écouter des dames. Vous disiez tout à l'heure que vous alliez écouter des personnes qui ont été harcelées, etc., etc. Et vous allez faire quoi après? Vous allez leur dire quoi? Encore faut-il qu'elles viennent vous expliquer, que vous soyez en mesure de les écouter et de trouver une solution pour elles. Est-ce que vous avez la solution? Est-ce que vous avez les moyens? Alors, j'ai un exemple. Je me souviens plus du nom de cette conseillère de Paris, qui était une fille très très bien, et qui était avec Martine Billard, etc. Moi, la seule qui m'a suivie dans mes combats, c'est Martine Billard, entre nous choisis. Après, elle est devenue députée, elle m'a dit « je ne pourrais plus t'aider ». Mais pas pour moi, les combats pour les autres. J'ai jamais rien demandé pour moi. Donc il y avait une personne qui était en difficulté. Je suis allée voir cette conseillère. Je lui ai dit, excuse-moi, mais il faut absolument que tu aides cette personne. La réponse a été, mais tu sais, tu as l'association, je ne sais pas trop quoi, qui était, je crois, à l'époque à Montreuil. Moi, j'étais à Paris. L'association machin. Donc tu emmènes la dame là. Attends. Tu peux pas, toi, en tant que conseillère de Paris, faire quelque chose pour cette personne? Donc c'est ça que vous allez dire aux gens, allez voir l'association machin, et déjà il faut se déplacer, déjà il faut le faire, il faut avoir le courage de le faire. Donc je suis désolée, mais il y a vraiment un problème au niveau des organisations et syndicales et au niveau des organisations politiques. Parce que de toute façon, les organisations syndicales, quand on leur dit moi j'ai eu 180 € de prime pour l'année, tiens, on m'a cassé mon statut, ok, ah bon, ah oui, alors attends, il va falloir attendre 6 mois, machin. T'as pas le temps d'attendre. T'as pas le temps d'attendre, puisque de l'autre côté, il faut que tu surveilles, qu'on ne pique pas ton bureau, t'as pas le temps. Il y a il y a une catégorie de gens dans les syndicats qui aident les copains, et puis les autres, on les met de côté. Voilà. Donc c'est là, déjà, toi tu le disais tout à l'heure, qu'il faut travailler à l'intérieur des syndicats, aussi bien pour les salaires. Comment se fait-il que nos grandes féministes aient enlevé le mademoiselle, alors que moi, je suis désolée, je n'ai pas envie qu'on m'appelle madame, je ne suis pas mariée, je suis contre le mariage. Donc on m'a piqué mon mademoiselle, et qu'elles ne soient pas allées travailler quand elles étaient au gouvernement. Madame Aurélie Filippetti, on peut en raconter, puisque moi je les connais en 2001, Madame Aurélie Filippetti et Clémentine Autain, donc je vois le niveau. Si c'est Clémentine Autain qui gère le truc, on est sauvé, c'est sûr. Donc comment se fait-il que ces personnes ne sont pas allées travailler sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes, puisqu'il y a un problème justement? Comment se fait-il que ces personnes n'ont pas travaillé là-dessus? Et elles vont travailler aujourd'hui, vous allez travailler aujourd'hui sur les problèmes des femmes? Non, j'y crois pas trop. Oui, après ce sera Philippe. Alors, pour répondre très rapidement sur la question de la cellule d'écoute, évidemment, quelqu'un qui n'est pas formé à recueillir la parole de personnes qui est victime, c'est pas absolument le but de mettre des gens qui seront juste là pour bien se faire voir. Le but, c'est d'avoir assez d'argent pour avoir une salariée qui sera formée sur ces questions-là, comme on a des écoutantes quand on appelle la FNSF, quand on est victime de viol, etc. C'est d'avoir quelqu'un qui est formé, qui connaît déjà les réponses légales à ça, qui est formé pour recueillir les propos de la victime. C'est pas du tout... Oui, sauf que ça existe déjà, sauf qu'aujourd'hui, madame, par le manque de moyens, mademoiselles, par les associations, elles ferment leurs cellules, elles ferment leurs postes téléphoniques. On en est là, c'est que, effectivement, dans la société, dans l'ensemble, il y a déjà des associations qui tentent de travailler, parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de budget pour pouvoir alimenter correctement toutes les associations. Et là je parle pas d'associations féministes qui feraient des cafés pour réfléchir, etc. Je parle d'associations à qui l'État a délégué ses prérogatives, qui est normalement de s'occuper des concitoyens, et des associations qui doivent mettre en sécurité des femmes, qui doivent leur trouver des logements, etc. Donc on parle pas d'associations féministes pour faire des mondes
mondanité. Là, on parle vraiment de gens qui sont sur le terrain. Ces associations-là, aujourd'hui, elles sont en train de mourir parce qu'elles n'ont plus d'argent. Une association, la FTV, qui est censée recueillir et aider les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail, aujourd'hui, a dû fermer son centre téléphonique parce qu'ils n'ont plus les moyens de traiter tous les dossiers qu'ils doivent traiter. Pouvoir porter plainte, même au prud'homme, ça demande d'avoir, si ce n'est de l'argent, ça demande d'avoir un certain capital culturel et symbolique pour pouvoir se dire « Ah ouais, c'est vrai que les prud'hommes, je peux y accéder. » Pardon ? Oui, mais pour la formation et l'éducation, il faut aussi faire ce travail-là au sein de nos structures politiques. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas, et c'est déjà arrivé même au sein de la France Insoumise, où on a une militante qui est victime d'une agression, voire pire, et qui est obligée de continuer à militer avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, c'est des choses qui arrivent. Il y a énormément. Mais parce que madame, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut avoir un certain capital, une certaine assurance, une confiance en soi pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir faire ce que cette personne-là, surtout en viol. Si la personne, je ne comprends pas, excusez-moi, si la personne est harcelée, que vous ne faites rien contre le harcèlement. Justement, on est en train de dire que nous, on doit exister. Non, nous, on est en train de dire que justement, pour faire en sorte que des situations arbitraires-là cessent, il faut qu'on ait une cellule qui puisse faire en sorte de dire, en plus, à cause de la structure de la France Insoumise, qui n'est pas un parti comme les autres, on a besoin d'avoir une cellule comme ça qui puisse aider. Moi, je parle en tant que militante au sein de la France Insoumise, là, et dans ma structure politique. Évidemment, ça va plus servir de béquille qu'autre chose et qu'on ne va pas pouvoir faire une révolution globale comme ça, féministe. Mais il y a bien des situations où, entre militants, il faut qu'on puisse faire de l'éducation, faire des formations sur ces questions-là et aider les personnes. Il y a une question là-bas. Désolé, pour reprendre ce que vous venez de dire, je pense que l'éducation peut aussi s'adresser aux hommes. Pas seulement aux femmes, mais elle peut s'adresser aux hommes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tout à l'heure, Thierry abordait que dans l'éducation nationale, en effet, il y avait beaucoup plus de femmes au niveau des écoles maternelles, etc. On le retrouve aussi selon les statuts, entre contractuels et non contractuels, et on le retrouve aussi selon les matières. Pour avoir enseigné dans des écoles qui étaient plutôt des grandes écoles, sans être de statut de l'éducation nationale, il y avait notamment les matières techniques où il y avait beaucoup plus de difficultés à recruter, et c'était généralement des hommes qui étaient recrutés parce que, les matières techniques, c'était les hommes qui avaient priorité aux matières techniques. Nous étions beaucoup mieux rémunérés que les femmes qui s'orientaient vers le recrutement. Elles avaient les cours de français, les cours de langue, etc. Et un enseignant dans le domaine technique, il n'y a pas forcément beaucoup de CV. Par contre, quand il s'agit de recruter un prof de français, on peut piocher dedans. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, toute situation crée des abus. On est tout à fait d'accord, la femme qui tombe sous le coup de son mari ou l'homme qui tombe sous le coup de sa femme. Il ne faudrait pas non plus arriver à une situation où, aux États-Unis par exemple, aucun homme n'ose monter dans un ascenseur avec une femme. Il faudrait aussi éviter d'appeler harcèlement ce qui n'est pas harcèlement. Et je peux en parler parce que récemment, à un moment donné, je fais un compliment à une personne pour sa tenue et la personne a pris cela pour du harcèlement. Vous voyez, voilà, un café rue de Paris, une personne qui était bien habillée, je dis tiens, je vous félicite madame pour cette tenue. C'était du harcèlement. Je dis donc qu'il y a peut-être aussi de ce côté-là, de la part de votre... Comment? Oui, tu m'accompagnais. Bon, c'est off. Hein. Ce sera intéressant aussi de savoir quelles limites on peut donner. Ce serait bien, voilà, que les groupes féministes disent aussi qu'il y a des limites à donner. Nous ne sommes pas d'accord. Les députés ont applaudi, c'était M. Damarin, je crois. À un moment donné, n'importe qui peut bientôt lancer un tel, il y a eu harcèlement, etc. On ne peut pas non plus, question de dignité,
C'est pareil pour Tariq Ramadan. Simplement, M. Tariq Ramadan est dans une situation un peu particulière parce qu'il donne des leçons de morale. Voilà. Donc, c'est plus gênant. C'est comme certains politiques qui donnent des leçons de morale et se font offrir des costumes ou leurs femmes qui ne savent même pas qu'elles travaillent pour lui. Alors après, Oui. Jean-Jacques, Ouais. et après Rosanne. Alors, je voudrais revenir à ce qu'a dit le copain, là, je ne sais pas ton prénom. Oui. Sur la question des... y compris des droits collectifs. Les droits collectifs sont remis en cause. Je vais prendre un exemple. Dans la grande distribution, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. D'accord ? Mais Macron, aujourd'hui, dit la cause des femmes, cause du quinquennat, patati patata. Bon, on a droit à ça tous les ans, hein, tous les politiques, machin, etc. Mais il remet en cause l'ensemble des droits collectifs en remettant en cause la représentation du personnel. C'est-à-dire que tous les salariés, et y compris les femmes, encore plus, auront du mal à être défendus par des délégués du personnel, etc. etc. Ça, c'est un élément. Droit collectif, c'est aussi la bataille. Moi, je suis peut-être un peu plus âgé. C'est la bataille qui a été menée pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Et reconnu, gratuit, la sécurité sociale. Ça s'appelle un droit collectif. Extrêmement important. Aujourd'hui, la gynécologie médicale est totalement remise en cause. C'est un vrai problème. On ne les attend pas beaucoup parler là-dessus. Le nombre de maternités qui ferment, c'est un vrai problème. Alors, moi, je viens d'Aulnay, il n'y a pas de gynécologue dans ma ville, donc je sais... il y a des gynécologues. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. C'est un vrai problème pour le droit à la santé, c'est aussi un droit collectif, et donc aussi forcément droit pour les femmes. Un autre élément que je voudrais apporter, parce que la question de l'école est importante, quand on obtient par des luttes importantes qui durent des années l'école libre et gratuite, et donc ça veut dire aussi ouvert aux jeunes filles. Hein, les écoles normales de jeunes filles. Je reviens à la question de l'école. Bon, c'est un acquis pour l'ensemble de la société, mais c'est aussi un acquis pour les femmes. Parce que l'école, avant, qui est-ce qui faisait l'école ? C'était l'Église. C'est les religions. Toutes les religions ont un caractère oppressif pour l'ensemble de la société, mais doublement oppressif pour les femmes. Je ne connais pas de pape femme, ni de prêtre femme, ni de rabbin femme, ni de... Les religions... Hein ? Alors, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les religions, dans l'histoire... Dans l'histoire, comment dire, de la société et de l'oppression des femmes, ont une place particulière. Voilà. Oui, on va finir par une femme. Tu voulais parler. J'avais Rosanne, on m'a su qu'on parle. Mais non, il y avait Rosanne qui avait demandé. Hein. Oui, Si tu veux pas... Bon, moi je voulais... Au niveau égalité femmes-hommes au niveau de l'entreprise, moi je peux donner mon expérience personnelle parce que j'ai toujours travaillé dans le privé. Maintenant je suis une jeune retraitée, mais pendant 10 ans, je suis restée 20 ans dans une même boîte. Pendant 10 ans, j'avais un collègue, j'étais chef de pub avec lui. Travailler égal, même il était chef de pub également, tout se sait, hein, tôt ou tard, en fixe, il gagnait 2 fois plus que moi. Donc, ça je l'ai vécu, je l'ai subi, en plus, c'était lui le favori, entre guillemets, donc je peux en parler en connaissance de cause. Bon, c'est vrai qu'il y a un long chemin à faire et j'espère que ça évoluera. Notre cher président Macron a l'air de s'y atteler, en particulier sa femme, Brigitte Macron. Moi, je pense que c'est beaucoup de com. Et pendant ce temps-là, beaucoup de saupoudrage. Et pendant ce temps-là, on parle pas des problèmes de fond, de ce qui va se passer, entre autres, le 22 mars. Les acquis sociaux des cheminots, enfin il y a énormément de mécontentement, hein, je vous apprends rien. Il y a eu des grèves dans les prisons, après c'était les hôpitaux, hein, qui sont vraiment dans une situation désespérée. Hein,
Philippe pourra le confirmer. Après, c'est les EHPAD, etc. Bon. Au niveau, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Dehaye. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Bon. Je suis une femme, c'est vrai. Mais il faut quand même faire attention. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est quand même un peu, enfin, c'est déroutant et c'est inquiétant. Parce que je veux dire, faut pas confondre séduction et harcèlement. Je veux dire déjà que les relations entre les hommes et les femmes sont compliquées. Hein. Maintenant, tout se fait par Internet, les rencontres par Internet. Enfin, il n'y a plus tellement de communication. Quand vous communiquez avec quelqu'un dans le métro, oh là là, les gens vous regardent comme ça. Je veux dire, et effectivement, on s'américanise. On va devenir, si ça continue, on va devenir comme aux States. Voilà. C'est que les hommes auront peur de tout et que, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Bon, qui est effectivement des abus? Moi, je suis désolée. Je suis à Paris depuis 83. Et il y a pas mal d'amis qui sont comme moi, qui jamais été importunés. Jamais. Bon, bref. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ben oui, tant pis pour toi. Bon, d'accord. C'est pas Michel, c'est quelqu'un d'autre. Pour une fois, c'est pas moi. Non, mais je veux dire que, bon, c'est vrai que malheureusement, et ça, je vais prendre un exemple récent que j'ai entendu, je crois que c'est ce matin ou hier matin, très grave, très grave, vraiment, au niveau d'une petite fille qui a les symptômes malheureusement de viol dans sa famille. Dans sa famille, il y a une association qui est là-dessus, qui voudrait retirer cette petite fille, et il y a eu quand même des preuves de cette famille, et qui plus est, ce qui est encore plus grave, la mère est gendarme. Hein, tu as entendu ça, et moi ça m'a vraiment... c'est pas possible. Et cette association est bloquée du fait que la mère est gendarme et que, tu vois, ça va plus haut, etc. Mais c'est gravissime. Je peux répondre très vite par rapport à ça. C'est bien pour ça que moi, en tant que féministe, mais aussi de gauchiste qui ne veut pas d'un État policier, je suis absolument contre, par exemple, le délit de harcèlement de rue, où il faudrait une constatation directe par des policiers, parce que les policiers, déjà, ne sont pas formés pour répondre à ces questions-là. Et voilà, et que de toute façon, tu le sais bien dans l'histoire que tu racontes, on le voit bien, c'est que la police de toute façon n'est pas formée sur ces questions-là et que ça va juste servir à encore plus militariser des échanges déjà sociaux. Quentin. Vas-y. Merci. Donc, je me permets de prendre la parole sur 2-3 choses parce qu'on a parlé beaucoup de américanisation de la société. J'ai entendu des exemples assez bizarres quand même, notamment, alors je reviens, je suis désolé, mais sur l'exemple de on peut plus prendre l'ascenseur avec une femme. C'est totalement faux. Il y a un épiphénomène qui est arrivé, qui est dans un immeuble à New York, dans une fois. Voilà. Faut savoir remettre les choses en place. Faut pas oublier que le pays, parce qu'on parle vous disiez l'américanisation de la société, on peut plus draguer. Alors je sais pas, non mais. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les États-Unis, c'est quand même le pays de l'affaire Weinstein. Donc, je pense qu'ils ont leurs problèmes aussi. C'est le pays de l'hypocrisie aussi. Oui, mais enfin, la France est assez hypocrite sur certains apports. Enfin, je pense que la société française peut être très hypocrite aussi sur plein de choses. Et notamment sur les violences faites aux femmes, sur les agressions sexuelles ou sur même juste le patriarcat. Là-dessus, et c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre des exemples en disant... J'ai un peu l'impression de revoir, excusez-moi, mais j'ai un peu l'impression de revoir ce que à l'époque, avant de la jeter par la fenêtre, ce que je pouvais voir à la télé, on me disait, oui, mais prenez l'exemple par rapport au système économique, prenons l'exemple de l'Allemagne, prenons l'exemple, mais tout le temps en prenant à chaque fois un seul point, sans voir la globalité de la chose. Et du coup, là-dessus, je pense qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir d'exemples états-uniens ou autres pour juste savoir quels sont les problèmes dans notre pays. Moi, la différence que je fais par exemple entre la drague et être lourd, parce que pour moi être lourd c'est pas draguer. Hein, alors des fois ça tombe mal, mais quand on est lourd, de fait on drague plus. Mais voilà, après, mais
Mais il y a des dragueurs. Non, mais il y a des dragueurs maladroits, mais après il y a des choses qu'on accepte plus ou moins. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si on reprend par là, il y a 200 ans, on a accepté que quand on rentrait dans un pays, on pouvait foutre le feu et dire que c'était chez nous. On le fait plus aujourd'hui. Voilà. Donc c'est peut-être une question de génération. Je ne sais pas. Ah bah qu'est-ce que les Américains ont fait en Irak? Qu'est-ce que les Américains vont faire? Ah bah ils sont. T'es sur une planche savonneuse, Quentin. T'es sur une vraie planche savonneuse. Non, mais, effectivement. Quentin rend le micro. Non mais on l'accepte plus tout à fait de la même façon qu'aujourd'hui. Mais ok, je suis d'accord. Mais Ce ne sont plus que des dégommages prélatéraux. exactement, c'est la différence. Antoine voulait prendre la parole. T'as pas fini? J'ai pas tout à fait fini. Vas-y, fini, Quentin. Mais du coup, par rapport à ça, je pense que pas les vraies questions, je sais pas s'il y a de vraies ou fausses questions, mais à se poser, c'est plus la manière dont nous on peut localement, l'échelle est interchangeable, pas de souci, mais on peut localement prendre des décisions et justement dire voilà, ça pour nous ce n'est pas acceptable. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être un exemple bête, mais peut-être qu'il y a 50 ans c'était acceptable de pincer les fesses d'une fille dans l'ascenseur. Aujourd'hui, il faut peut-être lui demander avant, je ne sais pas. Voilà, mais sur des choses comme ça, assez bêtes. Je pense que ça n'a jamais été accepté et qu'avant on n'en parlait pas. La différence c'est qu'on en parle maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, mais c'est plus par rapport à ça, plutôt que sortir des choses qui ne sont pas tout le temps. Tu prends des exemples. Ouais, tout à fait. Je fais du storytelling comme les autres, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est plus par rapport à ça. Je pense qu'on peut, plutôt que attendre que ça vienne d'en haut, encore une fois, plutôt qu'attendre que ça vienne d'en haut, prendre nous-mêmes les décisions pour dire, bah voilà, c'est pas acceptable de faire ça, ce n'est pas les choses. Je suis tout à fait d'accord. J'ai dit attendez, j'appelle la police, machin et tout, puis je savais plus où personne n'a réagi. Et puis tout d'un coup, je vois le type qui était là, je me mets à courser le type pour lui casser la figure. Il m'aurait peut-être cassé la figure, c'est pas grave. Mais le type est surpris. Je me suis fait agresser 3 fois comme ça. Je tape les mecs et il m'avait piqué ma pochette dans mon manteau. Je lui envoie un grand coup de coude dans la figure. Paf, je récupère ma pochette. Le mec il y avait plein de types autour. Les policiers m'ont dit, mais est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je lui ai dit non, ils ont rigolé parce qu'en fait, les mecs rigolaient. Et je leur disais, enfin évidemment, je les ai insultés, et je leur disais, mais c'est aberrant. Moi, j'ai 64 ans. Alors, si j'en avais eu 10 ou 20 de plus, ça aurait été pareil d'ailleurs. Et personne n'a été là. Et je dis, mais oui, c'est très rigolo. Et j'ai dit, écoutez, moi, j'étais avec la police, hein, et les mecs étaient autour de moi. Les types qui m'avaient agressé étaient autour de moi. J'avais pas peur. La police est arrivée, donc après ils sont rentrés dans un endroit, je l'ai dit aux policiers, mais je veux dire par là, personne n'est intervenu. Il y a 2 gamines qui agressaient une dame qui tirait de l'argent. Je vais choper les gamines avec une autre fille qui est venue m'aider, il y avait plein de gens autour. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut éduquer, c'est à l'école aussi que ça peut passer à l'école, c'est pas à l'école d'éduquer, mais bon, c'est aux parents aussi de dire aux enfants, voilà, tu n'es pas tout seul, regarde vers l'autre. Et dans le cas des femmes qui se font agresser, ça, on le voit dans les ministères. Moi, pourquoi je suis au placard? Parce qu'un jour, un monsieur était agressé par une fille, parce qu'il est d'origine indienne. Et tout le monde est français au ministère, logiquement. D'origine indienne. Ouvrez les fenêtres, ça pue. Je vois la fille rentrer dans le bureau de ce monsieur, ouvrez les fenêtres, ça pue. Je dis, c'est quoi ça? Et c'est pas la seule fois. Je suis allée chercher le truc du syndicat, on s'est fait ramasser, moi ils m'ont cassé, elle aussi, elle est toujours au même niveau depuis 10 ans, et bon, moi je suis dans un placard, mais je sors toujours du placard, je fais plein de trucs, je les emmerde, et ça ils savent pas comment faire avec moi. Mais Donc finalement, Jeanne, garder la liberté, ça commence par se battre soi-même. Mais on est d'accord. Mais on est bien d'accord, c'est pour ça qu'on fait les choses ce soir par exemple, et c'est pour ça aussi qu'en pensant aux autres, je vais donner la parole à Antoine. Voilà, vas-y. Je suis à fond là. Moi je voulais revenir sur le cas dans l'entreprise. Parce que donc j'ai entendu que le gouvernement avait annoncé un plan justement dans l'entreprise pour lutter
pour l'égalité femmes-hommes. Et notamment, donc, il y a installé un logiciel dans les entreprises pour justement contrôler l'égalité, on va dire, en termes de salaire. Sauf que ce logiciel, ce que j'ai compris, c'est qu'il serait installé que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et alors, j'ai pas compris, ils n'ont pas donné de détails techniques, donc pourquoi on ne le mettrait pas dans les autres. Mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y ait finalement, comme pour la loi travail, finalement, une différenciation, on va dire une égalité à deux vitesses entre des grands groupes qui, eux, peuvent se permettre d'avoir une égalité et puis un niveau et des conditions de travail correctes, et puis des sous-traitants, des petites boîtes finalement qui constituent le gros de l'appareil productif, qui lui va pouvoir continuer à travailler pour pas cher pour ces grands groupes. Et donc je pense qu'il faut pas non plus, faut pas se laisser avoir avec ce plan qui, si j'ai bien compris, est la continuité finalement de la loi travail, quoi. Après, je pense que personne n'aurait douté que ce gouvernement n'a rien à foutre des femmes pauvres, surtout quand elles sont pauvres. Enfin, ça va un petit peu dans ce que tu dis, c'est que le féminisme par le gouvernement est utilisé uniquement comme argument publicitaire pour faire du marketing social, et c'est tout. Ça va pas plus loin. Et on peut pas de toute façon avoir un vrai plan de lutte contre les inégalités femmes-hommes si c'est pas un plan qui est dans tous les segments de la société. C'est comme quand ils ont voulu retravailler la loi sur la garde en faisant que le modèle de garde en cas de séparation des parents, ça serait la garde alternée à chaque fois. C'est des décisions qui sont hors sol, qui vont peut-être, si on analyse en superficiel, ça fait de la pub, mais ça va pas plus loin. Donc c'est pour ça que de toute façon, il faut pas se leurrer sur la véritable teneur féministe de ce gouvernement et de ces décisions-là. En plus, dans l'exemple que tu cites, il y a un double glissement. Il y a un premier glissement qui est la différenciation de la taille des entreprises. Mais il y a un deuxième glissement. C'est que nous, on parle de droits collectifs au travers des grilles de salaire. Le logiciel va se contenter de contrôler une égalité entre des gens. On part d'une logique de droit collectif à une logique technique. Or, en plus, on sait très bien que les logiques techniques ne sont pas adaptées aux logiques sociales, sinon ça se saurait. Donc effectivement, même si jamais tu mets en place un logiciel, il ne contrôlera rien, quoi qu'il arrive, y compris dans les entreprises de plus de 50 habitants. Parce qu'il va bien falloir que 50 salariés, parce qu'il va bien falloir définir les critères à cet algorithme. Et les critères sont toujours politiques. Donc effectivement, derrière l'algorithme se cache le politique. Et puis et voilà. De mettre juste un logiciel, parce qu'on sait que les inégalités existent déjà. Là, on va juste faire on a un très grand plan pour notre grande cause du quinquennat. On va mettre un logiciel pour mesurer, parce qu'on ne sait pas. Enfin, alors on pourrait peut-être communiquer là-dessus, sur l'enfumage. Oui, on peut le faire. Chantal, on va finir par toi si tu veux bien. Je voudrais revenir, c'est un poncif, mais il me semble que c'est fondamental. L'égalité salariale homme-femme, c'est quand même la base de la libération de la femme dans ce monde où on a besoin de gagner sa vie. Sans argent, on ne peut pas s'émanciper, ni de ses parents, ni de son mari, etc. Et je voulais aussi... je ne suis pas toujours d'accord avec les choix que fait la Maison des femmes de Montreuil. Par contre, au niveau des femmes victimes de violences, de maltraitance, sexuelle ou physique, elles font un travail extraordinaire de dévouement. Et j'ai un peu des doutes, mais c'est une question. Hein. La critique, c'est pour que ça se passe mieux, ça se fasse au mieux. Une veille téléphonique, oui, c'est une bonne idée de rajouter ça. Sauf que si c'est une veille polyvalente pour les femmes victimes de violences, pour les homosexuels, etc., ça demande... c'est bien au sein
de la France insoumise, Oui, entre les tout à fait. militants. Ah, Et- entre les militants. Ah oui, oui, oui. J'avais Non, pas compris c'est ça. absolument pas, le but, c'est D'accord. absolument pas de créer une Ah bah autre voilà, j'ai bien fait de association, poser la c'est de question. faire une cellule d'écoute au sein de la France D'accord. insoumise, si jamais il arrive des cas très particuliers D'accord. de discrimination entre militants. Et le but, c'est pas uniquement d'avoir juste une cellule d'écoute C'est bien, passive, d'accord. c'est aussi d'avoir des capacités ensuite d'éloignement, Oui, d'accord. de pouvoir soutenir aussi la personne victime si elle souhaite porter plainte. Ah ben alors là, je suis 100%. Et ah non, mais c'est pas le fait, c'est pas le but, c'est pas de créer une D'accord. association nationale. On n'en a D'accord. pas les capacités, et Je crois c'est que pas c'était notre but. quelque chose de Non, local, non, d'accord. c'est vraiment au sein de la France bah, insoumise, au sein de notre mouvement politique qui est particulier, parce qu'en plus on n'a pas de parti, donc du coup on n'a pas de possibilité, comme dans d'autres partis, de pouvoir faire une commission des conflits ou une médiation. Voilà, c'est que la particularité de la France insoumise. On a un grand spécialiste de l'ECRC. Mais la particularité de la France insoumise, à la différence d'autres organisations politiques, c'est qu'on n'est pas un parti et que du coup, on n'a pas des structures officielles rigides avec de la transparence de statut, le fait de cotiser, etc. Donc du coup, au final, nos militantes sont parfois beaucoup plus en danger, beaucoup plus précaires en fait, s'il y a des agressions entre militants. Parce que déjà, quand on voit au sein des partis traditionnels à quel point c'est galère de pouvoir faire quelque chose, du coup, à la France Insoumise, on doit vraiment redoubler de vigilance. Et parce qu'on a eu des cas où des mecs qui s'étaient fait exclure du Parti communiste, et il faut le vouloir pour se faire exclure du Parti communiste pour violence sexuelle. Non, mais pour violence sexuelle, il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Et donc, ce type qui s'était fait exclure des jeunesses des JC, bah du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à la il est allé à la France Insoumise et il a occupé un poste à responsabilité. Et donc, du coup, pour pouvoir le virer, il a fallu qu'on se mobilise. Et c'est en fait de ces expériences-là, de ces expériences-là de discrimination et de difficulté aussi de pouvoir parler de ce qui se passe au sein de... Parce que le truc, c'est que, par exemple, si jamais on se dit il y a une personnalité importante ou un élu, un cadre qui commet, on va pas parler de viol, mais qui a des attitudes très très limites, qui peuvent aller parfois jusqu'à l'attouchement, etc. Qu'est-ce que je fais ? Parce que si je parle de ce qu'il a fait lui, bah du coup... c'est l'ensemble de la structure qui va mal se faire voir. Donc déjà, en plus de ne pas être sûr de pouvoir être écouté, de ne pas être sûr d'être prise au sérieux, de ne pas être sûr de pouvoir me défendre, j'ai peur de remettre en cause aussi ma famille politique et la cause que je défends. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, la cellule, elle est importante et qu'effectivement, on ne peut pas se substituer à la police, à l'éducation, avant, après, etc. Mais en attendant, on a besoin de... Voilà. Éventuellement un suivi avec des autorités judiciaires. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là, de boire un coup ensemble. Et vous voyez, il y a 2 bouteilles de champagne. C'était l'anniversaire d'Ambre hier, donc joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oui, c'est la bonne anniversaire. Ça, c'est pour le coup de la merci. Joyeux anniversaire.